Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Eh bien, bonjour pour ce nouvel épisode de Radio Barjo consacré aujourd'hui au lieu documentaire et au cycle documentaire dédié à des films documentaires. Donc, dédié aux troubles psychiques, à la maladie mentale et qui s'intitule « Réparons le lien social ». Alors, pour ce faire, c'est la quasiment première fois ou deuxième fois qu'on fait Radio Barjo en quasi-direct. Eh bien, nous sommes à la maison de la santé mentale de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est pour ça que vous entendez peut-être cette jolie réverbération. Et nous avons invité des personnes qui vont vous parler des films que vous allez voir. Ouh là là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Que vous allez voir, qui vont avoir lieu, donc on va les citer. Alors pour s'occuper de ça, pour s'occuper de toute cette présentation, de toute cette programmation, nous avons Emma Charbonnier, donc qui est chargée de médiation et de programmation au lieu documentaire et qui va nous parler de tout ça très très bien. Et je te laisse la parole, Emma. Merci. Merci François. Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Alors, merci beaucoup la Maison de la Santé Mentale de nous accueillir pour cette émission spéciale Radio Barjo. Donc, on est venu vous présenter donc, le cycle de projection documentaire pour notre santé mentale, Réparons notre lien social. Donc c'est un cycle qui s'est construit main dans la main avec des associations locales, avec le groupe d'entraide mutuelle Aube et puis l'association Adenum, en partenariat avec Au Bon Entendeur et la Maison de la Santé Mentale. Alors ce cycle, c'est 3 projections rencontres, 3 films documentaires autour de la santé mentale et dont l'enjeu, en tout cas c'était notre démarche quand on a programmé ces films, c'est la déstigmatisation des troubles psychiques et psychiatriques. Alors au cinéma, en fait on ne compte plus les films qui ont filmé l'institution psychiatrique, que ce soit d'ailleurs la fiction comme le documentaire. J'imagine que vous connaissez les grands classiques que sont Vol au-dessus d'un nid de coucou, Shutter Island, mais il y en a d'autres. Et le cinéma documentaire a lui aussi beaucoup filmé l'institution psychiatrique. Et lui aussi, il a ses grands classiques. Frédéric Wiseman a filmé Titicut Follies, Raymond Depardon a filmé Saint Clément, Nicolas Philibert, La moindre des choses, et d'autres encore. Mais quand on filme l'institution psychiatrique, on filme aussi un regard, donc celui de l'institution sur les corps, avec ses mots du champ médical, avec ses lieux et ses propres représentations de la maladie et des troubles. Alors pour ce cycle, on s'est posé la question et on est parti à la recherche d'autres regards posés sur la santé mentale, des regards hors les murs, des regards sur le quotidien, des regards sur la ville, des films dont le discours est celui des personnes concernées. Et c'est pas toujours évident de faire émerger une parole qui n'a pas l'habitude d'être formulée ou légitimée. Voilà, en fait, on a cherché des films qui proposent d'autres récits, qui racontent d'autres histoires, et donc on vous propose d'en découvrir 3 avec nous. Donc pour cette programmation, comme je vous disais, on a été aidés car des adhérents donc, du groupe d'entraide mutuelle Aube se sont constitués au mois de juin l'année dernière en comité de sélection. Donc, c'est-à-dire qu'on leur a proposé une sélection de films. Ils ont regardé 3-4 films ensemble. Ils en ont beaucoup discuté. Et puis, à la fin, ils en ont choisi un seul. Et c'est le film d'ouverture de ce cycle. Et c'est donc le film Funambule de Ilan Clipper.
Alors, en introduction, Funambule, c'est un petit bijou de cinéma. Ça dresse le portrait de 3 usagers, Aube, Marcus et Johan, qui d'ailleurs ne se croisent pas, ils ne se connaissent pas en fait, ils sont rassemblés par le réalisateur dans ce film. Et la particularité de ce film, c'est que le réalisateur a co-construit avec eux, et notamment la manière dont ces derniers souhaitaient apparaître à l'écran. Et donc le parti pris, c'est que chaque portrait a une identité visuelle et esthétique forte, et que chacun s'exprime dans ces cadres-là de manière très libre. Et cette liberté, grâce à cette liberté, il s'en passe des choses devant la caméra de Ilan Clipper. Donc le personnage de Aube vous parlera de son amour pour les jolis punks à crête colorée. Johan vous récitera ses textes de rap. Et Marcus vous montrera comment envoyer bouler les démarcheurs téléphoniques. Alors avec nous, on a Martin, donc, qui a participé au comité de sélection. Martin, est-ce que tu peux... est-ce que tu as d'autres informations déjà à donner sur le film ? Oui, tu l'as bien présenté. J'ajouterais que les 4, en réalité, sont 4, mais on ne connaît pas le prénom d'un, étaient filmés dans leur intérieur, dans leur lieu d'habitation, c'est-à-dire un appartement ou une maison pour Aube. Et ça, c'est un fait à remarquer. Ils étaient quasiment très peu ou pas en dehors de chez eux. Donc on était capté par leur lieu d'habitation, qui était caractéristique, par exemple pour la personne plus âgée, là, qui avait peut-être un syndrome d'accumulation d'objets chez elle. Donc ça nous faisait comprendre ce fait, quelque chose qui la concernait. Pour Aube, c'était une genre de... sa chambre à coucher chez ses parents, bien qu'elle a 30 ans quand même, mais elle paraissait tout à fait jeune. Et celui dont on n'a pas le prénom, il était aussi dans un appartement très sale, donc ça tout de suite ça nous frappait et ça nous donnait des informations sur lui. Et enfin, j'en oublie un qui était dehors dans un hôpital psychiatrique. Lui, c'était Johan, un monsieur assez jeune. Et donc, oui, alors Martine et moi, on n'était pas très nombreux pour la sélection. Donc, comme il y a Martine et moi qui avons choisi Funambule, Emma elle-même nous a dit qu'elle préférait celui... je ne vais pas dire son titre, qui se passait au Havre avec deux rappeurs. Mais donc on fait pencher la balance à 2. Et moi j'ai dit notamment ce que j'aimais dans le film d'Ilan Clipper, c'est que ça paraît bête, mais il a mis un peu d'art. Il y avait Aube, la fille jeune, et celui dont on n'a malheureusement pas le prénom. On fait chacun un numéro de danse qui était tout à fait remarquable et esthétique. Et après tout, ça a fortement agrémenté le film, cet aspect esthétique. Notamment le garçon d'environ 35 ans, dont on n'a pas le prénom, avait dansé très bien. C'est un ancien danseur professionnel, mais même Aube. Et puis, donc l'esthétique du film, et puis aussi, ils nous ont témoigné de personnes qui avaient des troubles, semble-t-il, de type schizophrénie, je ne sais pas, ou bipolaire, en tout cas pas des névroses. Mais de notre part, moi, j'ai pas été frappé par le fait qu'ils avaient l'air dérangés mentalement. Hein. Donc heureusement qu'on nous l'annonce, sinon j'aurais pas forcément su le savoir. Oui, parce que c'était la question qu'on se posait dans le comité de sélection. C'était, comme c'est la thématique un petit peu du cycle, c'était de savoir est-ce que les films que vous regardiez participaient à déstigmatiser du coup les usagers de la psychiatrie. Et vous avez trouvé que c'était le cas avec Funambule. Oui, Martine a dû le dire. Oui, on les a trouvés sympathiques et pas méprisables du tout. Alors moi, j'avoue personnellement, déstigmatiser les malades mentaux, c'est ça ?
J'y réfléchis, je suis toujours en recherche pour ce thème, mais je pense que ça a joué un rôle aussi pour ça, parce qu'on a vu que c'est des êtres humains tout à fait. Et ils étaient même, ils avaient une personnalité remarquable. Et encore, je le répète, moi, j'ai pas trouvé qu'ils étaient fous, hein. Heureusement qu'on nous l'annonce. On a vu toutefois, notamment le jeune ancien danseur professionnel qui consommait des médicaments, puisqu'il les consommait devant la caméra. Et moi, je me suis aussi demandé s'ils n'étaient pas un peu manipulés par leur psychiatre. Je vous avoue, je suis très critique, mais peut-être que, par exemple, les médicaments que prenait notre non-nommé étaient tout à fait adéquats pour son cas, hein. Je ne veux pas en douter. Voilà. Et sinon, la déstigmatisation des malades mentaux, oui. Ben, disons que oui, ce documentaire y contribue. Voilà. Merci Martin. On a pu interroger Ilan Clipper, qui nous a accordé un petit peu de son temps sur Funambule. Est-ce que François, tu peux nous lancer l'enregistrement ? Donc, Ilan Clipper, votre film Funambule sera projeté donc à Strasbourg le 25 septembre prochain, en ouverture donc de ce cycle de projection thématique qui a été pensé donc en écho aux semaines d'information sur la santé mentale et dont l'un des enjeux est la déstigmatisation des troubles psychiques et psychiatriques. Alors, avec le film Funambule, quelle place avez pris, vous, cet enjeu-là de la déstigmatisation dans votre démarche de réalisation? Est-ce que il y avait des choses que vous vouliez éviter à tout prix? Est-ce qu'il y avait des points de vigilance? Ou à contrario, est-ce qu'il y avait voilà, des envies, des choses vers lesquelles vous vouliez allier avec ce film-là? Bah, c'est sûr que une des ambitions du projet dès le départ, c'était évidemment de porter un regard sur les gens, on pourrait dire malades, je ne sais pas, psychiquement, qui seraient en effet à revers de ce que parfois les gens peuvent penser, c'est-à-dire d'essayer de montrer. Au début, le projet s'appelait Les fous sont dans la ville, et l'idée c'était de montrer comment parfois, les malades, alors de plus en plus, se retrouvent parmi nous, puisqu'il y a cette politique du secteur qui consiste quand même à essayer de garder les gens pas trop longtemps, le moins longtemps possible à l'hôpital, et donc de les réinsérer dans la société. Il y a des débats là-dessus, des gens qui pensent que c'est bien, des gens qui pensent que c'est peut-être pas idéal, j'en sais rien, j'ai pas un avis tranché, et puis je suis pas spécialiste. Mais en tout cas, l'idée, c'était de s'intéresser à tous ces gens qui sont parmi nous, et parfois, bah, quand on voit quelqu'un dans la rue qui marche en parlant tout seul, qui a un comportement un peu différent, bah, ça peut nous amener à être méfiants, à en avoir peur. Et l'idée, c'était de les filmer justement et de montrer que même s'ils étaient différents, en réalité, ils ne représentaient pas un danger, quoi. Mm. Donc voilà, c'était un des objectifs du film. Mm. Et puis aussi parce que j'avais filmé avant, j'avais fait un film à Sainte-Anne qui filmait les gens dans l'institution et je voulais faire une deuxième partie en fait à ce projet et filmer cette fois les gens dehors. Ouais, bah c'est bien, ça fait une transition. C'était ma deuxième question. Effectivement, vous aviez tourné un film qui s'appelle Sainte-Anne, hôpital psychiatrique. Et je me demandais justement qu'est-ce qui vous avait poussé à filmer hors les murs? Est-ce que c'était des réflexions qui du coup avaient commencé quand vous aviez filmé l'institution psychiatrique et que en faisant ce film, vous avez eu envie d'aller continuer à explorer ce sujet donc hors les murs? Ou alors ça a été, je sais pas, d'autres réflexions. Quand je faisais le film à Sainte-Anne, j'étais amené à suivre des patients qui étaient en état de crise, Mm. donc qui étaient dans un état très compliqué, qui parfois a été oui, bah, dans un moment où ils avaient perdu contact un peu avec la réalité. Mais en même temps, je savais que parmi ces patients, il y avait des gens qui étaient insérés socialement, qui avaient vraiment des métiers stables, qui étaient des gens qui avaient même un haut niveau d'études. Euh, et du coup, je m'interrogeais, je me disais comment c'est possible que des gens qui ont des fonctions, même parfois dans des professions où il faut être vraiment, qu'on puisse compter sur vous,
Voilà, il y avait par exemple quelqu'un qui travaillait, je crois, au CEA ou des choses comme ça. Donc je me disais comment ça se fait que quelqu'un qui, là, je le vois à l'hôpital, est dans un état aussi compliqué, puisse, en dehors de ces moments, fonctionner en société à peu près normalement. Donc je me posais souvent cette question quand je filmais à Sainte-Anne et je me demandais ce que ces patients devenaient à l'extérieur et comment ils arrivaient à s'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai eu le désir ensuite de filmer. Alors je voulais d'abord faire une étape intermédiaire et filmer ce qu'on appelait les visites à domicile, c'est-à-dire ce moment où les médecins rendent visite aux patients qui sont à l'extérieur mais qui ont besoin d'être un peu suivis. Donc ils vont dans leurs appartements et ils voient comment ils vivent et s'ils s'en sortent. J'avais essayé, c'est un peu compliqué parce qu'il s'agissait de débarquer comme ça chez des gens que je connaissais pas, directement avec une caméra, donc c'était un peu intrusif. Et c'est comme ça qu'ensuite je me suis dit, bon bah essayons de trouver des patients que je rencontrerai à l'hôpital et de les filmer une fois qu'ils sortent et de voir à l'extérieur comment ils fonctionnent dans la vie, quoi. Ok, donc ça a commencé par l'hôpital tout de même et vous les avez suivis après chez eux. Oui, et Mm. d'ailleurs dans Funambule, il y a des passages qui se passent à l'hôpital. Mais c'est vrai que le point d'entrée dans le film, ça a été l'hôpital. C'est Mm. par ce biais-là que j'ai fait la rencontre avec des patients. Mm. Sauf une des patientes que j'ai rencontrées dans un GEM à Bondy, qui en fait c'était le premier jour de tournage, on m'avait proposé de passer, c'était l'hôpital qui m'avait mis en lien avec ce GEM et Mm. qui m'avait proposé de passer parce qu'une des patientes faisait une exposition de toiles qu'elle avait faite. Mm. Donc j'y étais allé, je l'avais rencontrée et puis je l'ai tout de suite trouvé qu'elle était extraordinaire dans sa manière de s'exprimer, dans son univers et que j'avais envie de la filmer, quoi. Mm. Ouais. Et pour finir, la différence entre ces deux films, entre Sainte-Anne et Funambule, il y a une grande différence aussi de forme documentaire, où vous filmez en cinéma direct l'hôpital, du coup l'institution psychiatrique, alors que dans Funambule, il y a un gros travail de mise en scène et aussi d'esthétisation. Et je me demandais si c'était, est-ce que c'était le sujet qui avait influencé sur la forme ou c'était vous qui vouliez traiter ces deux sujets-là différemment. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est le sujet qui a impliqué la manière de faire le film. C'est-à-dire que Sainte-Anne, c'est une institution qui est régie par des normes. Les patients sont sous contrainte, soumis à une hiérarchie, doivent prendre un traitement, ils sont, comment dire, ils doivent respecter des règles. Tout ça fait que le film s'inscrivait naturellement, vous l'avez dit, dans la tradition du cinéma direct où on s'intéresse aux rapports de force qui ont lieu dans une institution et comment des gens se soumettent à une autorité ou sont soumis à une autorité. Mm. Ça me semblait, j'aurais pas imaginé que dans un lieu comme celui-là, je puisse tenter cinématographiquement des échappées, des choses un peu esthétiques. Non, il fallait rester froid, au plus proche du réel, parce que la gravité de ce qui se passait impliquait d'avoir un traitement sobre. Mm. Funambule, il y avait, à partir du moment où il n'était plus question de filmer dans une institution, mais des gens chez eux, dans la rue, tout d'un coup, on s'approchait. Il y a des vrais personnages qui ont commencé à émerger, on s'approchait d'eux. Et donc, l'idée, c'était quand même de trouver une autre manière de raconter l'histoire, qui était plus par le prisme de l'institution, mais du point de vue des personnages. Et donc, progressivement, bah, il a été question même de leur faire jouer des choses. Ils sont devenus c'était vraiment un film que je faisais avec eux, en fait. Ils étaient parfois presque acteurs de leur propre vie, à jouer des choses qu'ils auraient pu vivre si j'avais pas été là, mais qu'on mettait un peu en scène ensemble. Donc voilà, le choix du sujet a impliqué un traitement complètement différent, plus libre pour Funambule, plus expérimental peut-être aussi, plus proche de l'univers des patients. Mm. Merci. Et Voilà. la thématique des semaines d'information sur la santé mentale cette année, c'est le lien social. Dans Funambule, vous montrez des personnes qui sont dans des dynamiques sociales très différentes sur cette question du lien à l'autre. Il y a un de vos personnages, Marcus, qui va vers une rupture du lien, alors qu'il y a d'autres personnages comme Johan qui crée un lien sous les yeux des spectateurs. Et
enfin, comment vous aviez réfléchi cette question-là? Est-ce que c'était important pour vous de montrer cette diversité-là, ou est-ce que de fait, elle s'est imposée parce que c'était les personnages que vous aviez rencontrés? Globalement, moi j'ai le sentiment que ce sont des gens, malheureusement, auxquels on s'intéresse pas beaucoup, et qui sont globalement assez seuls. Johan, même s'il a un tempérament il est vivant, il va vers les gens et il essaye peut-être de créer du lien, mais on voit aussi qu'il se fait quand même rejeter. Donc pour moi, le point commun entre tous ces gens que j'ai filmés, c'est qu'ils sont dans une forme de solitude plus forte que déjà les gens qui arrivent à être stables peuvent ressentir. Eux, c'est des gens dont la famille en a un peu ras-le-bol, les amis les ont un peu laissés tomber depuis longtemps, qui n'arrivent pas à maintenir des relations. Donc Mm. pour moi, c'est des gens qui se sont créés leur petit monde, leur petit univers et qui essayent de fonctionner dans ce petit monde-là avec des petites interactions ponctuelles. Mm. Des gens qui sont ouverts à eux, qui s'intéressent à eux et qui acceptent d'être en relation malgré leurs différences. Mm. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez pu discuter avec eux, enfin travailler avec eux la manière dont potentiellement ils pouvaient se représenter. Je pense à Aube qui a vraiment enfin, un univers très particulier. À l'écran, ça s'est retranscrit par ses couleurs, ses gros plans. Est-ce que ça, c'est des choses que du coup vous avez mis en place ensemble enfin, avec ces personnages-là? Oui, à un Mm. moment donné, j'ai senti que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin que Mm. juste suivre les gens dans leur vie sans intervenir. Et je me suis dit que j'allais tenter, à partir de ce qu'ils me racontaient, à partir de ce que je voyais d'eux, d'organiser des scènes comment dire, qui seraient dans l'esprit de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils me disaient, et qui permettraient d'aller un peu plus loin. Voilà, des scènes comment dire, tenteraient de rendre compte de leurs fantasmes, en Mm. fait. Et voilà, et de donner à voir ça, et du coup de les faire jouer, ces scènes-là, Mm. mais tout en les laissant rester eux-mêmes. Ce ne sont pas des comédiens, je leur ai pas demandé de jouer différemment de ce qu'ils étaient, mais en tout cas dans un dispositif. Voilà, il y avait un dispositif qui était mis en place à partir de ce qu'ils me racontaient et qui permettait de rentrer dans un monde plus fantasmagorique. Mm. D'où l'idée d'un film un peu expérimental quand même. Oui, qui finit par vraiment hybrider même avec la fiction sans spoiler pour ceux qui viendront le 25 septembre, mais Mm. c'est très bien. Et ben peut-être pour conclure ce petit entretien, je ne sais plus si je vous avais mis au courant dans mon mail sur les trois projections de ce cycle. On avait proposé au groupe d'entraide mutuelle Aube, donc qui co-organise avec nous le cycle, en fait, de faire partie de la programmation. Et donc, Aube, ouais. ah, elle co-organise avec vous? Non, non, pardon, du coup, en fait, c'est le nom du groupe d'entraide mutuelle sur Strasbourg. Enfin, Ah, un des. tout d'un Oui, coup, je me suis dit, vous avez trouvé Aube et tout pour la faire organiser le truc? Incroyable. Non, désolé, mais le fait est que il y a un petit comité de sélection, donc du coup, qui s'est organisé à ce groupe d'entraide mutuelle, et on a regardé ensemble quatre cinq films, et en fait, c'est eux qui ont sélectionné Funambule pour le cycle. D'accord. Voilà, qui ont choisi le film. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous vouliez finir avec un petit mot à leur adresser ou au public strasbourgeois qui sera là à la projection. Ok, bah écoutez, non, mais je suis toujours enchanté de montrer le film. Je suis très honoré qu'il ait été choisi par des gens du groupe d'entraide, on dit? Ouais, D'entraide c'est ça, mutuelle? le GEM, c'est ouais, groupe d'entraide mutuelle. Le groupe d'entraide mutuelle, bah voilà, je les remercie. Je suis honoré. Et puis, j'espère que c'est un film qui va permettre d'avoir des beaux débats. Et puis de faire en sorte que les gens qui ne s'intéressent pas forcément à ces questions, bah, tout d'un coup portent un regard bienveillant, qui trouvent ça chouette en fait que des gens agissent et pensent différemment
et que ça nous amène à nous dire que le monde peut intégrer cette diversité. Il n'y a pas de problème. C'est en fait même plutôt sympa. Merci. Est-ce que y a des personnes qui veulent réagir ou est-ce qu'on passe à la suite du cycle? Oui, c'est vrai. Il m'avait dit avant qu'on commence la séance, il y a une coïncidence extraordinaire, c'est qu'une des quatre troubles ayant des troubles psychiques s'appelle Aube AUBE, son prénom, et que c'est le GEM AUBE qui a sélectionné le film d'Ilan Clifford. Il n'a pas compris tout de suite, mais à sa place, j'aurais réagi pareil. Peut-être qu'on aurait dû dire ce que signifiait Aube. C'est quoi, nouveau, l'association ou union des blessés de l'existence, je crois. Un truc comme ça. Ah, je savais pas que C'est c'était ça un acronyme. Oui. Aide et union des blessés de l'existence. On aurait pu lui rajouter ça. Parce qu'il y a aussi le département Aube. La géographie, autre chose encore. Ok, merci beaucoup. Alors, deuxième film de ce cycle, c'est le film Argument de Olivier Zabat, qu'on projettera le 2 octobre à la Maison de l'Image, en présence de l'association Au Bon Entendeur. Malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui, alors je vais dire quelques mots sur l'entente de voix, mais bon, voilà, un peu peiné que ce ne soit pas eux qui puissent le dire, donc je vais faire de mon mieux. Parce que voilà, Argument est un film sur l'entente de voix, qui est donc un mouvement aujourd'hui fédéré en réseau international. Et l'entente de voix, c'est donc une démarche de réappropriation de ses propres troubles et de redéfinition des termes attachés à la psychiatrie. C'est un mouvement porté par des personnes concernées qui créent des lieux de partage d'expériences où justement une approche ouverte des voix est possible, sans jugement, sans catégorisation. En fait, c'est une démarche qui est très forte de repenser son identité et ce qu'il a défini en dehors de celle qui, à la base, stigmatisée. Et dans Argument, Olivier Zabat réalise vraiment un travail merveilleux de restitution de cette démarche-là. Je propose, François, de lancer l'enregistrement d'Olivier qui est assez clair et de le laisser parler. Disons que faire un film, c'est une aventure qui est un peu inconnue en soi. Même s'il y a un sujet, même si je peux me référer à une certaine idée ou un certain angle hypothétique de développement du film, les développements et le développement de la production du film nous amène à réfléchir, m'a amené à réfléchir sur la question de la déstigmatisation, pardonnez-moi, et finalement assez rapidement, parce que tout ce film est parti de la rencontre que j'ai eue avec une personne proche d'un ami, une jeune femme qui entendait des voix et qui était qui avait des relations un peu qui se sentait observée chez elle. Et lorsque j'ai eu première présentation du projet chez Arte, j'ai eu une discussion assez houleuse avec le producteur qui me disait: ce qui est bien dans votre projet, c'est la relation particulière que vous allez probablement développer avec cette jeune femme. Et moi, je lui disais: non, c'est pas de ça qu'il s'agit, parce qu'il ne s'agit pas de montrer une relation particulière entre moi, filmeur, et une personne fragile, mais il s'agit justement de comprendre que c'est un phénomène de société et non pas et non pas une question de singularité pour l'ensemble du film, j'entends bien. Et c'est vrai que mon principal argument, c'était de dire à Paris des gens qui parlent tout seuls, des gens qui ont la tête baissée, où on voit que l'environnement est quelque chose d'extrêmement pesant et d'extrêmement agressif pour eux, fait partie du quotidien, que ça soit dans le métro, dans les rues,
Et donc, le premier clash a eu là-dessus, sur cette question de non, ce n'est pas, la personne n'a pas à se sentir, et je n'ai pas à montrer une personne qui ferait qu'elle se sentirait seule et unique dans sa perception du monde, euh, pour une vision non documentaire ou cinématographique qui serait basée sur une relation affective ou particulière avec le cinéaste. Donc, ça a été le premier point sur lequel la réflexion la- sur la, sur la déstigmatisation s'est posée. Très bien. Et est-ce que c'est du coup cette question de mettre de côté la singularité, c'est la raison aussi pour laquelle vous avez filmé un groupe, du coup, au final? Euh, Et que c'est pas le portrait d'une personne, même si il y a un... il y a une chose très pragmatique dans un film, c'est que ça m'a donné la conviction de deux choses. Qu'effectivement, cette vision, cette question du tête-à-tête documentaire était de toute manière une très, très mauvaise piste. Et de l'autre côté, je veux dire, il y a aussi des impératifs en documentaire, c'est de ne pas être dépendant d'une seule personne. Surtout parce que la personne peut être très fragile à un moment donné, le développement du travail peut ne pas aboutir. Et c'est vrai que la jeune femme avec qui je souhaitais travailler, je me suis entretenu assez longtemps avec elle. Elle me disait, pour l'instant, tant que je n'ai pas compris ce qui m'arrive, je ne peux pas vraiment travailler. Euh, voilà. Donc, c'est les deux choses qui ont fait que j'ai essayé de me diriger vers la question collective, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut voir que c'est un phénomène qui apparaît dans la société de manière assez courante, et deuxièmement il y a une nécessité de ne pas faire tenir un film sur une seule personne. Voilà. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'entendeurs de voix. Je suis allé au Québec, j'ai commencé surtout à me rapprocher de certains spécialistes dans la remédiation cognitive. Et en fait, ça a conforté aussi certains points de vue sur certaines intuitions que j'avais par rapport à la question de la prise en charge de ce qu'on peut appeler prise en charge cinématographique, j'entends, ce qu'on peut appeler la question de la, entre guillemets, folie. La santé mentale, ça m'est arrivé de la traiter différemment dans un ESAT, notamment avec des personnes handicapées mentales. Mais là, on était justement plutôt dans une question du portrait euh, intime entre un cousin et moi, qui est lui-même handicapé mental et qui travaille sur des chaînes de travail, des chaînes de production, qui travaillait sur des chaînes de production. Euh, la question des voix, la question de la perception fait partie de mon travail de toute manière depuis le début. Perception en tant que phénomène filmé, mais la perception aussi pour le spectateur de comment il interprète ce qui est un film, c'est-à-dire une succession de signes, en fait, de signes, de signifiants et de figurations. Voilà. Donc ça fait partie de mon travail, mais je dirais pas que la folie est au centre de mon travail. Il y a une question de toujours travailler avec des gens qui sont plutôt dans une situation de fragilité, je dirais. Après, pourquoi pourquoi je fais ça, je m'en justifie pas parce que je n'ai aucune raison de dire qu'est-ce qui motive ou non de travailler sur un champ en particulier. Et que du coup, comment on arrive à les défaire, à les faire autrement? Et du coup, vous, en tant que réalisateur, comment vous... Ben, c'est comment on travaille avec cette personne pour qu'elle puisse décider de ce qu'elle veut montrer. Ça, c'est pas moi qui a posé ces règles. Je pense que c'est la base même d'Intervoice, c'est-à-dire le mouvement international des entendeurs de voix, qui est fait sur la question d'un débat qui s'affranchit d'une espèce de chape de plomb qui serait la psychiatrie. Mm. Euh, donc c'est ontologique à ce que j'ai filmé, à tout ce mouvement-là qui est fait sur la transversalité des débats, la reformulation des débats et la reformulation des idées, en fait. Euh, Après, moi, c'est clair que je n'ai fait que
mettre au diapason de cette forme-là. La seule chose que j'ai faite, c'est de ne pas associer cette question de l'entente de voix à la psychiatrie. Voilà. Dans le C'est déjà ouais. le premier, point qui fait que la question de la stigmatisation ne se pose plus parce qu'on ne parce qu'on ne part plus sur un référent qui serait la psychiatrie comme cadre de ce qui se passe dans le film. Vous avez dû, du coup, vous-même vous déconstruire un petit peu par rapport à ça, je sais pas, même en termes de vocabulaire dans le film, que ça n'apparaisse pas, ou ça a été vraiment fait avec les personnages de... Eux ne sont tellement plus là-dedans, ont tellement réappris d'autres mots à utiliser que ça s'est fait assez naturellement de faire Euh, là. Moi, je suis en one shot, ce qu'on appelle en one shot, c'est-à-dire que je ne, j'ai une forme de mise en scène qui est extrêmement rudimentaire, c'est-à-dire que je dis, on travaille à deux avec un ingénieur du son qui s'appelle Thomas Fourel, qui est un compagnon de travail de très longue date. On est totalement raccord sur notre manière de travailler, c'est-à-dire qu'on peut travailler en silence, sans se parler nous-mêmes. Déjà, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on se comprend, on peut parler par signe, quelques coups d'œil et on sait où se placer. La caméra, elle est posée, donc elle n'est pas, c'est pas une caméra invisible entre guillemets, ce n'est pas une caméra qui cherche à se faire oublier, mais c'est une caméra qui est au travail. Donc, quelque part, la caméra au travail est admise comme quelque chose qui serait parallèle à leur travail à eux et qui serait pas une espèce de captation unique de leur travail. C'est justement parce que le travail d'équipe, en très petite équipe, demande une assez forte dynamique et n'a pas besoin de parole que les deux sont possibles, qu'il y ait une convivence, je sais pas si c'est le mot, mais que les deux peuvent coexister sans qu'il y ait une nuisance d'une équipe qui viendrait là avec des projecteurs en demandant tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là. Voilà. Donc la base c'est on rentre, on pose la caméra et puis après c'est même si le film paraît extrêmement doux comme ça dans son montage, c'est un exercice très dynamique de contorsion d'inconfort quelque part. Mais c'est surtout très, très dynamique, sans bien sûr blesser quelqu'un avec le trépied ou des choses comme ça. Mais c'est un exercice d'équilibrisme, on va dire. Je vais vous donner une petite conclusion anecdotique, mais qui m'a un peu... les deux questions que je me suis posées par rapport à la psychiatrie Mm. ont été... je me souviens d'avoir participé à Le Monde Festival, hein, donc un festival organisé par le journal Le Monde. Il y a une jeune, une écrivaine, un écrivain avait écrit sur son expérience d'entretien dans le cadre de d'un centre psychiatrique. Et quand elle a présenté son travail, elle a dit j'avais comme contrainte, et ce qui est normal, de ne pas divulguer une quelconque information sur les patients. Et en fait, je trouve que c'est peut-être la première chose qui crée une question de stigmatisation, c'est de faire croire c'est de sous-entendre, même si c'est totalement fondé, que la personne, quand elle est atteinte de quelque chose qu'on dit psychiatrique, que finalement, elle n'a plus le droit d'exister dans l'espace sociétal, quelque part, dans l'espace public, que finalement, la psychiatrie sous-entend l'anonymat. Mm. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement perturbant dans cette chose-là, même si quelque part elle est peut-être nécessaire. Voilà, mais en tout cas, c'est une chose qui me fait me poser des questions. Et la deuxième était quand j'ai commencé à travailler quand j'ai commencé à me renseigner auprès de certains psychiatres et d'infirmiers, de personnes qui expérimentent autour de la question de la remédiation cognitive, j'avais discuté avec un infirmier et très naïvement, je lui avais dit, mais
la schizophrénie est remise en question un peu maintenant. On considère que c'est un terme un peu vague, un peu obsolète quelque part. Et je lui avais dit, mais comment se reformule cette chose? Et en fait, il m'a dirigé vers un nouveau paradigme. Il m'a expliqué un nouveau paradigme qui a priori semblait assez pertinent, mais qui donne quelque part à réfléchir sur les choses. Peut-être que je me trompe, mais il me dit, voilà, on va prendre, on n'est plus dans une relation binaire où il y a les personnes qui sont des personnes de tous les jours et les personnes qui seraient, ce qu'on dit, atteintes de maladies mentales. Et donc, il reformule ce paradigme en disant, maintenant, tout le monde se trouve dans un même objet qui serait une échelle de 0 à 100 et dans lesquels tout le monde serait là, les personnes atteintes de ce qu'on appelle des psychoses, jusqu'aux personnes qui sont extrêmement lucides, extrêmement précises sur leur relation au monde. Donc, quelque part, plus on serait vers le 100, plus on aurait une lucidité par rapport au monde, sur le réel, et plus on va vers le 0, et plus on va vers la déficience totale, quelque part, et la perte de repère avec le réel et avec la conscience de l'environnement. Finalement, on est passé d'un système binaire à un système de niveau d'excellence niveau de la conception du réel et de la pertinence à regarder le réel. Et il y a une question que je me pose par rapport à mon fils qui est mathématicien, qui fait des maths fondamentales, donc qui est dans une relation à l'abstraction permanente, où il me dit n'avoir des relations à travailler avec des femmes qui ne sont pas représentables dans le réel, qui vit en permanence un peu dans ce qu'on appelle dans la lune parce qu'il est plongé dans les maths. Et est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est en dehors du réel ou est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui a une conscience d'un réel particulier? Et là, quelque part, je me dis, après c'est totalement spéculatif, je me dis qu'on revient dans cette question du phénomène, de la singularité de la perception de chaque individu. Eh ben, merci à Olivier Zabat pour ces mots. Et on va parler du dernier film donc de ce cycle, qui est Alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll de Mathieu Simon, qu'on projettera le vendredi 10 octobre à la Maison de l'Image. La belle surprise, c'est que Mathieu Simon sera présent à la projection. Il nous viendra du Havre pour l'occasion. Et on co-animera avec donc Karine Fraser, coordinatrice de la Maison de la Santé Mentale, la discussion après la projection. Alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll, donc c'est un portrait croisé entre Magnès et Jambon, qui sont tous deux des artistes en marge. L'un photographe et l'autre musicien. Et on peut presque dire qu'il y a un troisième personnage dans ce film, c'est la ville du Havre. Parce que tout ce qui fait son identité est présent à l'écran, son port, ses vieux rades, la vieille ville. Et on y voit ces personnages donc tisser des liens forts à travers la nuit et la musique. Karine, est-ce que peut-être tu peux nous faire une petite, comme tu veux commencer peut-être par une petite présentation de la Maison de la Santé Mentale pour ceux qui ne connaissent pas, et après toi aussi tu as vu ce film-là, et si tu veux nous dire un ou deux points qui t'ont plu, après. Oui, bonjour. Alors du coup je suis Karine Fraser, je suis pas coordinatrice mais je suis animatrice à la Maison de la Santé Mentale, parce que c'est un lieu où on va animer des ateliers, des espaces de réflexion. Et donc, voilà, moi, mon travail, c'est... Animatrice de la Maison de la Santé. C'est comme le dit le mot animare, c'est donner vie dans cet espace. Voilà. Donc, la Maison de la Santé Mentale, elle est née de Agnès Reading et sa fille, qui souhaitaient un espace pour qu'on puisse parler de santé mentale sans se sentir jugé. Et puis, pouvoir exprimer ce qu'on souhaitait sans être dans un lieu institutionnalisé. Elle a été proposée donc à Pierre Buquel du Conseil local de santé mentale du territoire, qui a trouvé l'idée formidable et qui a été la proposer au docteur Fels, et donc à la mairie et à l'Eurométropole
Et ça a pris quelques années de réflexion, d'avancer. Et en novembre, eh bien, la ville a décidé de donner une subvention pour pouvoir avoir un espace. Parce qu'une maison de santé mentale sans maison, c'était un peu compliqué. Donc on a récupéré un lieu qui est un escape game, un ancien escape game. Donc ouais, un escape game, la maison de santé mentale. C'est toute une histoire. Et donc on est aux 4 rues des Bonnes Gens, en face des Halles, proche de la gare routière. Donc ce qu'on voulait, c'était d'avoir des grandes vitrines pour pouvoir déjà afficher de l'info et donner aux gens l'envie de venir poser des questions et de s'approprier l'espace. Donc la maison de santé mentale, c'est deux grandes choses. C'est d'abord un espace d'écoute, d'orientation, donc, et d'accueil inconditionnel sur le sujet de la santé mentale. Et puis dans un deuxième temps, c'est un espace interassociatif avec aujourd'hui 17 associations qui œuvrent déjà depuis des années bénévolement sur les questions de santé mentale et qui ont déjà décidé de travailler ensemble sur ces questions-là pour amener leurs différents regards et puis créer des ateliers, des animations dans ce sens-là. Et d'autre part, ces bénévoles ont souvent pas d'espace, pas de lieu pour travailler. Donc nous, on leur met à disposition un espace pour pouvoir travailler ici. Voilà, en gros, la maison de santé mentale, c'est 80% de personnes concernées par le trouble psychique qui ont trouvé qu'il y avait des manquements dans leur trajet et qui ont monté des associations pour pallier à ces manquements. Donc l'association Jeff qui fait de l'accompagnement à domicile de personnes qui sortent d'hospitalisation, TCA Kezo qui travaille sur les troubles du comportement alimentaire, les bons entendeurs de voix qui font des groupes de parole sur l'entente de voix, le CREPSI, Centre Ressources Handicap Psychique, l'UNAFAM, des aidants familles. Qu'est-ce que c'est que j'oublie Animalome, qui fait de la médiation animale. J'en oublie. Le collectif Burnout, sur les questions de Burnout. On va travailler aussi les troubles diphtériques, des cycles menstruels, périnatalité avec Maman Blues. On va essayer de travailler sur vraiment tous les axes de santé mentale parce que déjà on a tous une santé mentale. Et au-delà de quelqu'un qui a un trouble ou un diagnostic, on a besoin d'espace pour pouvoir s'informer parce que aujourd'hui, au niveau des médias, on a tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est quand même de donner des informations sûres, loyales et aussi avec un regard de personnes concernées. Voilà, je m'arrête là parce que je peux en parler tout l'après-midi. Très bonne présentation, merci beaucoup. Et on avait pensé donc justement, à vous pour ce film parce qu'on trouvait qu'il y avait un lien entre ce lieu qui est ouvert vers la ville et dans ce film le lien très étroit entre justement la ville et ces personnages là qui sont décrits dans le film. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur le film avant qu'on écoute le réalisateur ? Moi, ce film, je l'ai trouvé touchant des personnages. Et ici, effectivement, on a un espace pour créer du lien. Et en fait, dans ce film, l'espace pour créer du lien, c'est ces personnages. C'est-à-dire que de leur atypie, de leur folie, je mettrais des guillemets, mais en tout cas de leur manière d'être différente, ils créent un espace quand ils partagent avec les autres. Et ça, j'ai trouvé ce point-là assez intéressant. Après le Havre, c'est sûr que on ne va pas que s'y amuser, donc c'est vrai qu'on voit que les espaces où on se retrouve sont peu nombreux, mais du coup tout le monde s'y retrouve, quoi. Super, merci beaucoup. Donc, et bien tout de suite, on enchaîne avec la voix de Mathieu Simon qui nous fait une petite introduction à son film avant qu'on puisse le retrouver et le rencontrer en vrai le vendredi 10 octobre à la suite de la projection. Et donc, on se demandait avec ce film-là, dans votre démarche de réalisateur, quelle place avait pris cet enjeu-là de déstigmatisation
des troubles. Est-ce que il y avait des choses que vous vouliez éviter à tout prix dans la représentation ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles vous vouliez tendre en filmant ces personnages-là? Oui. Alors, d'abord, il y a une chose que je veux préciser d'emblée, c'est que moi, quand j'ai fait ce film-là, je faisais pas un film sur la maladie mentale ou sur la santé mentale. Je voulais faire un film sur deux artistes que je considérais certes comme, quand même comme des artistes en marge, et je trouvais qu'il y avait peut-être un lien aussi avec l'art brut, bien que la définition puisse être un petit peu pas exactement ça, mais c'était plus dans cette idée, c'est-à-dire que je voulais pas faire un film qui parle des problèmes de, notamment de jambon. Après, c'était plutôt chercher les processus de création et les ressorts de l'inspiration des personnages. Donc on n'est pas du tout dans une démarche comme sur l'Adamant, par exemple, de Nicolas Philibert, qui veut faire un film spécifiquement sur la psychiatrie et les traitements. Après, il se trouve que voilà, la question de la déstigmatisation, elle s'est trouvée centrale dans le film parce que c'est Jambon qui l'a porté et que justement, donc Jambon, c'est un des deux personnages, un des deux protagonistes du film, et que justement, dans les ressorts de son inspiration, cette affirmation et cette acceptation de la maladie mentale, elle est très importante. Elle fait complètement partie, elle est dans ses paroles, c'est vraiment quelque chose qui l'inspire, quelque chose qu'il accepte. Et donc finalement, c'est ce personnage qui a apporté cette thématique de la santé mentale et de ces problèmes de stigmatisation dans le film. Ça s'est fait tout seul en fait. Ça n'a pas été écrit ou pensé par moi au début. Après, c'est vrai que cette question, aujourd'hui, moi, quand j'entends Nicolas Demorand sur France Inter qui fait, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot, mais une forme de coming out en racontant sa bipolarité. Bon, bah, évidemment, je pense, j'ai failli lui envoyer. Je me dis, ah, bah, c'est quand même vraiment intéressant parce que justement, ce, ce trait de caractère de Jambon qui fait que très vite, il dit à tout le monde, attention, moi j'ai ça et regardez-moi simplement comme vous regarderiez quelqu'un qui boite et qui a des béquilles. C'était assez. Moi-même, ça m'avait surpris au début parce qu'il y avait un côté vraiment. Il y a un côté vraiment très franc et un côté vraiment d'assumer. Et même plus que d'assumer, en fait, ce personnage, il est plus que dans ce truc de OK, j'ai ça. Il en fait une force, en fait, quelque part. Et finalement, il le revendique presque comme on revendiquerait une différence, mais d'un point de vue positif, quelque part. Hein, bien à la fois, il en souffre et à la fois, ça lui donne cette capacité de créer assez extraordinaire. Mm. Mais c'est vrai que d'ailleurs, en fait, dans les deux personnages, il y en a un où on le sait que des troubles sont présents, et l'autre personnage, Magnès, en fait, on ne sait pas et c'est pas dit, ça peut faire partie de choses où, comme si Alors, effectivement, c'était pas, dans un sens, c'était pas le sujet du film et ça l'est par le personnage de Jambon, mais que c'est pas au centre, ouais. Mm. ouais, c'est pas. Et pour Madness, bon, Madness, il n'a jamais été diagnostiqué d'aucune maladie mentale. Après, c'est quelqu'un, d'abord, Madness, il est décédé l'an dernier. D'accord. Et faut savoir que moi, je suis devenu très, très, très proche des deux personnages du film. Mm. On a tourné longtemps, je les connaissais déjà d'avant, mais après, c'est vraiment, par exemple, c'était nos deux témoins respectifs avec ma femme quand on s'est mariés, juste après le film. Donc, on avait vraiment créé une relation très particulière. Mm. Madness, c'est vraiment, par exemple, le titre du film, il le supportait pas bien. Il y a pour lui, il voulait pas qu'on parle d'alcool, il voulait pas qu'on parle de drogue, il voulait pas. Donc il y avait quelque chose effectivement où c'était pas du tout
mais je trouve que c'est complémentaire, mais c'est pas du tout les mêmes choses. Madness veut bien avouer, par exemple, avoue qu'il était voleur, avoue qu'il était délinquant, des choses comme ça, mais il veut absolument pas être perçu. Et il a d'ailleurs jamais été diagnostiqué comme quelqu'un qui aurait des problèmes de santé mentale. C'était vraiment ou des problèmes de boisson ou des problèmes de. Il voulait absolument pas ça. Donc c'est pour ça que le traitement des deux personnages est très différent. Chose qui est intéressante, par exemple, le premier titre que j'avais proposé aux premières étapes de la production du film, ça devait s'appeler, enfin, c'est un titre provisoire, mais je l'avais intitulé Petit traité d'art-thérapie en zone urbaine sinistrée, dans un premier temps du film, avant que le titre finalement s'impose par la chanson, par la chanson de Jambon. Et le titre lui-même, en fait, la chanson de Jambon, c'est Alcool, drogue et médicaments. Et on a rajouté rock'n'roll. Et c'est Madness qui avait demandé rock'n'roll parce qu'il voulait que sa partie, c'était rock'n'roll et Jambon, c'était alcool, drogue et médicaments. Ouais, très chouette. Ok, donc vous avez réussi à trouver le compromis dans le titre quand même pour que Magnus s'y retrouve. Exactement. Parce qu'au début, je voulais l'appeler alcool, drogue et médicaments parce que ça sonnait très bien, c'était le titre de la chanson. Et puis finalement, on a rajouté rock'n'roll. Pour l'anecdote, tout le monde a tout le temps envie de rajouter sexe. À chaque fois que les gens on se demande où il est. Oui, si on se souvient bien du titre. Rock, sexe et médicaments, enfin tout le monde rajoute toujours sexe dedans. Mais... Ok, très bien. Et est-ce que oui, pour du coup, le point de départ du film, moi, ma question, c'était du coup si c'était vous qui aviez une sensibilité sur cette question-là de santé mentale, mais vous me dites que c'était pas du coup la démarche de base et que c'était plutôt de filmer des artistes. Du coup, le film a commencé avec la rencontre. C'est la rencontre qui vous a donné envie de faire le film de Magnès et de Jambon. Alors, Manès et Jambon, moi je les connaissais depuis longtemps, comme c'est dit comme la voix off, le nard. Après, ça faisait des années en réalité que j'avais envie d'organiser, parce qu'autrefois, moi j'ai fait de la photographie, puis j'ai des fois organisé aussi des événements photographiques, et j'avais depuis des années envie de faire une expo des photographies de Madness. Et Madness refusait systématiquement à tout le monde, beaucoup de gens avaient envie d'organiser cette exposition. Et avant tout, la naissance vraiment de l'idée du film, c'était d'abord le personnage de Madness, et c'était une façon d'aller explorer aussi à la fois sa vie et puis de permettre de voir ses photos aussi au travers du projet. Et ça a commencé comme ça. Alors autant avec Jambon. Donc immédiatement après, j'ai rencontré Jambon. Et je me suis dit, un portrait croisé serait vraiment super. En fait, il y a des points communs dans justement le côté artiste en marge. Et j'allais dire quelque chose qui m'a échappé. Oui, autant avec Jambon, en fait, tout a été très très simple. C'est-à-dire, il était immédiatement très bon, très très, enfin, il avait vraiment une volonté d'être filmé. C'est quelqu'un qui est quand même dans le spectacle. Il était vraiment super super heureux de faire ça. Alors que Madness, il y avait toujours un petit truc. Par exemple, au début, je me souviens, le premier jour de tournage, il me fait ah super, tu fais un film sur moi, rock'n'roll, mec. Et je lui dis on se retrouve chez toi. Et là, il me fait ah non. Et tout de suite, je voyais que j'avais comme ça pour moi, c'était une réticence inacceptable. Donc du coup, j'ai fait non, si tu veux qu'on le fasse, faut que ce soit chez toi. Et ça a toujours été comme ça, step by step, assez un travail plus difficile. Par exemple, l'organisation de l'exposition finale, c'était donc on y a participé, on a facilité les choses, etc. avec le musée d'art moderne du Havre, mais à tout moment, enfin c'était explosif. Il a failli éclater toutes les cimaises. Enfin, c'était beaucoup plus dur avec Madness qu'avec Jambon, où Jambon c'était tout fluide. Ça c'est pour un petit peu raconter comment ça s'est passé. Et puis, mais le point de départ, c'était vraiment la démarche de Madness, de ses photos, ce côté j'arpente la nuit, j'arpente les bars qui moi me fascinait. Et justement, ça me permet de faire la transition. Le film, c'est à la fois le portrait de ces deux personnages-là, Magnès et Jambon, mais il y a quand même un troisième personnage qui est la ville du Havre.
Et je me demandais, ça pareil, c'était une volonté dès le départ que ce soit aussi présent comme ça dans le film, en tout cas à l'image, ou est-ce que c'est justement la présence et les liens que créent ces personnages-là avec la ville qui du coup presque vous a forcé à la filmer de cette manière-là et à les filmer aussi présents en fait ces trois-là à l'image. Non, bah, comme je le disais, le titre à la base c'était Petit traité d'art-thérapie en zone urbaine sinistrée, donc il y avait bien la volonté de filmer cette partie de la ville parce que disons que la ville du Havre aujourd'hui, elle est, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est classée au patrimoine de l'UNESCO pour l'architecture d'Auguste Perret, donc pour une architecture années 50, Ok. moderniste, pas le mot, mais et en fait c'est pas du tout la ville du Havre qu'on voit dans le film. La ville du Havre qu'on voit dans le film, c'est le centre-ville ancien qui n'a pas été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était le quartier où moi j'habitais aussi à l'époque, où habitaient les deux protagonistes. Et c'était finalement beaucoup plus insalubre, beaucoup plus pauvre que la ville reconstruite classée à l'UNESCO, qui elle est devenue plus bourgeoise, plus aérée. Et donc oui, il y avait ce côté quand même d'une ville encore industrielle. C'était considéré longtemps, Le Havre a été considéré comme une capitale du rock avec Little Bob Story, avec des groupes comme ça. Enfin, il y avait un côté je voulais, oui, effectivement, filmer cet aspect un peu. Comment c'est déjà My Dirty Old Town? Dirty Old Town. Et d'ailleurs, Jambon s'amusait des fois à chanter Ma vieille ville sale en reprenant ça. Donc, un petit peu ça, ouais. Mm. Parce que en fait, même si enfin du coup, en écho à cette thématique-là de comment filmer autrement la santé mentale, dans le cinéma d'ailleurs de fiction et de documentaire, il y a énormément de films qui ont filmé l'institution psychiatrique. En fait, c'est venu assez tard de réussir à filmer la santé mentale, c'est-à-dire l'usager au sein de la cité et de sa vie dans la ville. Et en fait, symboliquement, c'est assez fort de voir ces personnages-là aussi rattachés à un paysage vraiment urbain et dans lequel ils sont pleinement intégrés, même si c'est du coup des milieux en marge comme vous les avez filmés. Ouais, enfin, en même temps, si vous voulez, si vous aviez vu l'enterrement de Madness, c'est comme si on enterrait vraiment une personnalité, quoi. Mm. C'est quelqu'un. Alors, effectivement, c'était plus dans le monde de la nuit, mais c'est quelqu'un d'extrêmement célèbre et justement d'extrêmement célèbre dans un rapport à l'espace urbain de la nuit, quoi. Donc, Mm. et le Jambon avec toutes ses casquettes, qui fait aussi il fait des spectacles pour enfants, il fait de la chanson pour enfants, de la chanson pour beaucoup plus punk, il est un petit peu partout. Enfin, c'est quand même quelqu'un. C'est pareil, c'est une personnalité et c'est une personnalité locale quand même. C'est-à-dire bizarrement d'ailleurs parce que l'un ou l'autre, moi je trouve que il porte une œuvre qui aurait pu avoir un écho plus large. Mais pour l'instant, c'est vraiment des gens. Bon, là, c'est pas petit non plus, hein, c'est pas grand comme Strasbourg, mais il y a 200 000 habitants. Avoir une petite renommée déjà dans une ville comme ça, c'était déjà des gens. Donc moi, ça me semblait évident de les filmer dans cet environnement. Mm. Bon, bah, il y a une qui est là. Hop. 18. Bah, on peut s'arrêter là, si ça vous va. Si vous D'accord. avez un petit mot de conclusion pour votre venue à Strasbourg en octobre. Bah, non, moi, je suis toujours très très heureux de présenter ce film. Je le suis aussi parce que maintenant, bah, c'est un film qui est à la mémoire de Madness, qui n'est plus là, mais enfin, c'est un peu bête, mais quand même, grâce à ce film, je l'ai revu récemment. Bah, on peut le redécouvrir dans toutes ses facettes, et je suis heureux que ça existe parce que c'est aussi ça, l'image filmée. Bon, c'est aussi filmer, c'est filmer le temps qui passe. Filmer le temps qui passe, c'est aussi parfois filmer la mort et la maintenir et ressusciter. Ça permet de ressusciter
un petit peu le héros du film, quoi. Et du coup, pour conclure cette présentation de cycle, on voulait faire un clin d'œil pour un événement qui est organisé par la Maison de la Santé Mentale pendant les semaines d'information sur la santé mentale. Donc Karine, je te laisse la parole pour présenter la Nuit de la Santé Mentale. Oui, alors la Nuit de la Santé Mentale, elle existe déjà depuis quelques années. L'année dernière, on avait fait une Nuit de Santé Mentale sur la question du travail, autant sur le burn-out et autant sur les complexités qu'il y a à trouver du travail quand on a un trouble ou un diagnostic. Et cette année, le thème des CISM, des semaines d'information de santé mentale, c'est le lien social. Et pour pas faire comme d'habitude, parce que souvent on fait de l'entre-soi, on a décidé d'aller investir le centre autonome jeune Molodeuil à Strasbourg, 19 rue du Mont de la Roche, qui est un lieu autogéré alternatif qui réunit beaucoup de jeunes et puis presque 300 événements à l'année. Et on s'est dit qu'aller vers les jeunes, c'était intéressant. Donc on a une journée entière qui va être dédiée. À 14h, on commence par une table ronde sur la question du lien social, qui sera animée par Ophélie Meyer et Thierry Gogol d'Alondan. Du coup, cette table ronde, elle parle du lien social sur différents axes. On a convié Géraldine Husser, qui est père aidante et qui emmène les personnes concernées par le trouble psychique dans des lieux culturels. Donc du coup, son regard, il est assez intéressant. C'est comment on crée du lien social en allant vers les espaces culturels. On a un deuxième intervenant qui est un cadre de santé de l'EPSAN et qui est aussi président de l'association Tout Couleur. Tout Couleur qui met en avant les artistes. Du coup, c'est comment, dans sa position d'artiste, on crée du lien social. Et du coup, moi, j'interviendrai aussi de ma position d'artiste et de chercher une autre famille dans un autre espace. En tout cas, le sujet, là, il va être traité surtout dans comment on a des espaces communautaires et comment, dans ces espaces communautaires, en se retrouvant entre personnes qui se comprennent, on recrée du lien dans un espace de confiance. Et on a aussi Monsieur Trottmann qui viendra nous parler de quand il n'y a pas d'espace de confiance, il y a SOS Amitié, et de tout ce que ça dit de la société de devoir appeler SOS Amitié quand on va mal. Ça, c'est donc le temps table ronde qui sera de 14h à 15h30. À 16h, on fait un petit goûter, entre 15h30 et 16h. Et ensuite, il y aura des ateliers avec toutes les associations que j'ai pu citer tout à l'heure, jusqu'à 18h30. Ensuite, je crois qu'on a un petit mot de politique. Et on enchaîne sur un théâtre-forum qui s'appelle « On ne connaît pas son voisin ». Sur la question de l'isolement social et sur la question aussi de comment on rentre en lien. Et on a un spectacle derrière qui s'appelle Schizo, vous avez dit Schizo, ou Le Voyage Magique, par Laurent Lefebvre et Zarina Khan, qui est une lecture d'un voyage de quelqu'un qui porte la schizophrénie et qui surtout va faire un délire complet. Ensuite, il y a un slam qui sera travaillé ici. On va faire des ateliers donc le 17 septembre et le 25 septembre. Ici, il y a des ateliers ouverts sur l'écriture de ce texte et il y aura la présentation ce jour-là. Et ensuite, il y a un concert d'un rappeur qui s'appelle Le Bon Nob, qui écrit pas mal de textes qui parlent de lien social et qui parlent aussi de comment on garde espoir dans cette société-là. Voilà. Et puis là, on aura fait une bonne journée. Voilà. C'est le programme pour cette nuit de la journée, nuit de santé mentale, qui sera donc le 16 octobre au Centre autonome jeune Molodeuil. 16 octobre au Molodeuil, voilà, je vous laisse noter la date et les autres dates du cycle, et au plaisir de vous croiser sur place. Eh bien voilà, c'était... Ah bah non, ça marche pas, tiens. Ah bah ça marche plus. Eh bien voilà, c'était les dernières paroles de ce nouvel épisode du podcast de Radio Barjo. Nous en sommes déjà à la 7e saison depuis 2017 et on recommence à nouveau en automne pour recommencer une nouvelles aventures, n'est-ce pas Martin? Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis je crois qu'on peut dire générique.
Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.